Lorsque qu'un puissant homme d'affaires arabe remit un parchemin ancestral à la fille de sa femme de ménage pour qu'elle le déchiffre, il était loin d'imaginer que cet enfant aux yeux brillants allait révéler un secret capable de changer à jamais leurs deux destinées. Tard dans l'après-midi, la lumière dorée du soleil traversait les immenses baies vitrées de l'hôtel particulier des Al-Rachid à Neuilly-sur-Seine, dessinant de longues traînées chaudes sur le marbre du bureau privé de Khaled Al-Rachid. À 35 ans, il dirigeait l'une des firmes d'investissement internationales les plus influentes d'Europe. Pourtant, ce jour-là, il se retrouvait impuissant devant un parchemin en train de se détériorer, arrivé de Riyad quelques heures plus tôt. « C'est impossible », murmura Khaled en passant une main nerveuse dans ses cheveux sombres. Sous une lampe grossissante, les symboles dansaient sous ses yeux, un mélange étrange d'arabe d'araméen et d'une écriture encore plus ancienne, une langue oubliée antérieure aux alphabets connus. Sa mère avait envoyé le rouleau, accompagné d'un simple mot énigmatique. « L'héritage de ton grand-père, la clé de notre passé. Trouve quelqu'un qui connaît les anciennes voix. » L'avocat de la famille avait essayé de le traduire. 3 professeurs de la Sorbonne, spécialistes des langues anciennes du Moyen-Orient, avaient tenté l'exercice. Tous avaient échoué. Un léger coup frappé à la porte interrompit sa frustration. « Monsieur Al-Rachid !» La voix douce de Maria dos Santos traversa le bois. « Je suis désolé de vous déranger. Le dîner est prêt. Dois-je le laisser au chaud ?»« Entrez, Maria !» répondit Khaled sans détourner les yeux du parchemin. Maria travaillait chez lui depuis 3 ans, une femme discrète d'une trentaine d'années, méticuleuse, toujours respectueuse des limites. Elle apparut sur le seuil, les mains jointes devant son tablier, les yeux sombres pleins de retenue. « En fait, Maria, je risque de travailler tard ce soir. Ne vous. » Il s'arrêta net en voyant une petite silhouette se cacher derrière les jambes de la jeune femme. Leila dos Santos, 7 ans, avait les traits délicats de sa mère, mais surtout ce regard profond, presque trop ancien pour un enfant. De longues mèches sombres tressées simplement glissaient sur ses épaules, et elle serrait contre elle un livre de bibliothèque usé. « Je suis désolée, monsieur Al-Rachid, » dit Maria rouge d'embarras. « La babysitter m'a lâchée à la dernière minute. Je n'avais personne pour la garder. »« C'est bon, » fit Khaled d'un geste vague, bien que son ton trahisse plutôt l'agacement. Il se replongea dans les symboles. Mais Leila, elle restait immobile, comme figée. Ses yeux étaient fixés sur le parchemin et son souffle semblait suspendu. « Maman !» murmura-t-elle, tirant doucement la manche de Maria. « Le papier a des étoiles. »« Leila ne dérange pas, monsieur Al-Rachid. Viens, on va à la cuisine. »« Non, attends, » dit soudain Khaled, alerté par la tonalité de la fillette. Il la regarda vraiment pour la première fois. « Qu'as-tu dit à propos des étoiles ?» Leila leva son petit doigt vers le parchemin. « Les symboles, ils forment des constellations, comme dans mon livre. » Les sourcils de Khaled se haussèrent. « Ton livre. Quel livre ?» L'enfant lui montra ce qu'elle tenait. Ancient Scripts and Symbols of the Mediterranean, un ouvrage bien trop complexe pour une enfant de son âge, rempli d'analyses linguistiques et de références historiques. « Tu peux lire ça ?» demanda Khaled, incrédule. « Leila lit très en avance », répondit Maria, la fierté et l'inquiétude entremêlées dans sa voix. « Les professeurs disent qu'elle a un niveau lycée, mais j'ai peur que ce ne soit pas normal. Elle passe tous ses après-midi à la médiathèque. » « La bibliothécaire dit que je suis une prodige », coupa Leila d'un ton factuel, sans arrogance. « Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'aime juste apprendre les langues. Je lis l'anglais, l'espagnol, le portugais. Et j'apprends l'arabe et l'hébreu toute seule. » Khaled la fixa stupéfait. « Tu apprends l'arabe seul. »
Les symboles sont beaux, dit-elle simplement. Ils se répondent comme de la musique. Elle se hissa sur la pointe des pieds pour mieux voir le parchemin. Mais ceux-ci, ce ne sont pas seulement de l'arabe. Ils sont plus anciens. Ils ont le système des marqueurs d'étoiles. Un frisson parcourut les bras de Khaled. Le quoi? Les marqueurs d'étoiles, répéta Leïla en dessinant dans l'air des formes invisibles sans toucher au parchemin. Les scribes anciens cachèrent des messages dans les constellations. Si tu lis seulement les symboles marqués selon Orion, tu obtiens un message. Si tu les lis selon les Pléiades, tu en obtiens un autre. C'est expliqué dans mon livre. Khaled regarda Maria, dont le visage venait de pâlir brusquement. « Tu lui as appris ça ?» demanda-t-il incrédule. « Oh, monsieur, » murmura Maria. « J'ai à peine terminé le lycée. Leïla apprend tout toute seule. » En se tournant de nouveau vers l'enfant, Khaled ressentit une étrange vibration au creux de la nuque, cette même intuition fulgurante qui surgissait juste avant la conclusion d'un accord majeur quand il comprenait instinctivement que quelque chose était sur le point de basculer. « Leïla, crois-tu que tu pourrais essayer de lire ce parchemin ?»« Khaled, monsieur Al-Rachid, » corrigea Maria d'une voix anxieuse en s'avançant d'un pas. « Ce n'était qu'une enfant. Elle pourrait l'abîmer. » « Elle n'y touchera pas, » répondit-il en sortant son téléphone. « Leïla, je vais prendre une photo haute résolution du parchemin. Tu pourras travailler sur l'image. »« Ça te conviendrait. » L'enfant acquiesça gravement, les yeux toujours rivés sur le manuscrit ancien, avec une intensité qui la faisait paraître bien plus âgée que ses 7 ans. Khaled photographia soigneusement tout le rouleau, puis transféra les images sur sa tablette. Il tira une chaise pour que la fillette puisse s'installer à son bureau et lui tendit l'appareil, ainsi qu'un carnet et un crayon. « Prends ton temps, » dit-il doucement. « Et Leïla, si tu arrives à lire ne serait-ce qu'un seul mot, tu auras fait mieux que 3 professeurs d'université. » L'enfant ne répondit pas. Elle était déjà absorbée dans un état de concentration profonde, son petit doigt suivant des motifs invisibles sur l'écran, tandis que ses yeux glissaient à une vitesse presque irréelle. Maria, debout près de la porte, tordait nerveusement ses mains. « Monsieur Al-Rachid, je devrais la ramener à la maison. Ce n'est pas approprié. »« 20 minutes, » dit Khaled sans détourner le regard. « Laisse-lui 20 minutes. » Ces 20 minutes devinrent 1 heure. Khaled annula 2 visioconférences. Maria apporta du thé qui refroidit sans être touché. Et Leïla écrivait son crayon raclant, le papier dans des rafales intenses, entrecoupées de longues pauses, où elle fixait l'écran, comme si elle voyait au-delà de l'image. Le bureau avait sombré dans la pénombre, la seule lumière venant de la lampe et de la lueur bleutée de la tablette qui éclairait le visage concentré de la fillette. Elle semblait presque irréelle, hors du temps, tandis qu'elle affrontait des énigmes qui avaient à dérouter des spécialistes. Enfin, elle déposa son crayon. « Je peux en lire une partie, » dit-elle d'une voix douce, fatiguée mais assurée. « Pas tout, certains symboles sont trop abîmés. Mais j'ai trouvé 3 constellations, 3 messages différents cachés dans le même texte. » Le cœur de Khaled battait plus vite. 3 messages. Le premier est au niveau de la surface, expliqua Leïla en lui tendant le carnet. Ça parle de droit de propriété et d'un héritage. Très formel, très ennuyeux. Malgré la tension, Khaled esquissa presque un sourire. Et le second. Le deuxième est un avertissement. Sa voix devint soudain plus petite, presque tremblante. Il dit « La lignée survit en secret. La fille royale s'est enfuie avec le sceau sacré. Ses descendants marchent parmi les oubliés inconscients de leur véritable nom. » Un frisson glacé parcourut Khaled. Une fille royale. De quelle famille royale? Ce n'est pas précisé, répondit Leïla. Mais les marqueurs chronologiques
montrent que le texte date d'environ 1625, lors de la chute de la dynastie Hamadi, dans l'est de la péninsule arabique. Elle disait cela avec la nonchalance de quelqu'un qui commente un dessin animé. Maria s'était approchée, le visage tendu par l'inquiétude. « Ma chérie, comment peux-tu savoir tout ça? »« C'est dans les symboles, maman, » répondit Leila en montrant ses notes. « Le système de calendrier, je l'ai recoupé avec la chronologie de mon livre. » Khaled avait du mal à comprendre ce qu'il entendait. Cet enfant de 7 ans, la fille de sa femme de ménage, faisait une analyse historique digne des chercheurs de la Sorbonne. Et le troisième message, Leila hésita. Pour la première fois, elle paraissait incertaine. Ses petites mains s'agrippèrent au bord du bureau. Quand elle parla enfin, ce fut à peine un souffle. « Le troisième est étrange, » dit-elle lentement. « Il est écrit selon le motif des 7 sœurs, les Pléiades. Ce n'est pas vraiment un message, c'est plutôt une épreuve, une énigme. » « Et que dit-elle » demanda Khaled. Leila reprit le carnet sa main, tremblant légèrement alors qu'elle relisait sa propre traduction. « Elle en dit ça, quand la fille de la servante parlera la langue ancienne, quand elle lira ce que les savants ne peuvent de lire, quand elle portera la marque de la reine oubliée, alors la vérité scellée s'ouvrira, et 2 maisons longtemps divisées découvriront leur véritable reflet. » Le silence tomba dans la pièce comme un couperet. Khaled fixait l'enfant, l'esprit en ébullition. La fille de la servante, qui parle la langue ancienne, répéta-t-il lentement. Leila, tu es la fille de ma femme de ménage, et tu viens de lire ce que plusieurs chercheurs n'ont jamais réussi à déchiffrer. Tu comprends des langues qui ont disparu depuis des siècles. Ce n'est qu'un hasard, s'empressa de dire Maria, mais sa voix tremblait d'une émotion que Khaled n'arrivait pas à définir, de la peur, ou peut-être de la reconnaissance. « Et la marque de la reine oubliée ?» demanda Khaled, les yeux toujours rivés sur l'enfant. Leila porta instinctivement la main à son épaule gauche, un geste si mécanique qu'elle ne sembla même pas s'en rendre compte. « J'ai une tache de naissance, » dit-elle doucement. « Maman dit que ce n'est rien, mais elle a la forme d'une étoile à 7 branches. » L'infirmière de la médiathèque a dit qu'elle n'en avait jamais vu une aussi parfaitement géométrique. Elle voulait la prendre en photo, mais maman a dit non. Khaled eut l'impression que le sol se dérobait sous lui. « Je peux la voir ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Monsieur Al-Rachid, s'il vous plaît », commença Maria, mais Leila avait déjà tiré sur le col de son t-shirt, dévoilant son épaule. Sur sa peau brune apparaissait une tache de naissance, d'une précision troublante. 7 branches, parfaitement symétriques, légèrement plus sombres que le reste de son teint. Ce n'était pas seulement une étoile. C'était la copie exacte du sceau royal de la dynastie Hamadi, le même symbole répété des dizaines de fois sur le parchemin. Le même symbole qui ornait depuis 4 siècles le blason de la famille de Khaled. Ses mains devinrent engourdies. « Maria, » dit-il d'une voix lointaine, « où es-tu née? » « Montreuil, » répondit-elle trop vite. « J'ai toujours vécu ici. Et tes parents? » « Monsieur Al-Rachid, je ne vois pas le rapport. S'il te plaît. » Les yeux de Maria s'emplirent de larmes. « Ma mère est morte quand j'étais petite. Je n'ai jamais connu mon père. J'ai été élevée par ma grand-mère dans un quartier pauvre, à Saint-Denis. C'est tout ce que je sais, tout ce que j'ai toujours su. Et ta grand-mère ne t'a jamais parlé de vos origines. » Maria secoua la tête. Elle disait que nous venions de rien, que nous n'étions personne, que je devais travailler dur, baisser la tête et ne jamais poser de questions sur le passé. Leila observait sa mère, les yeux grands ouverts, effrayés. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» Mais Khaled avait déjà ouvert son ordinateur portable.
Ses doigts volèrent sur le clavier. Il afficha un fichier envoyé par sa propre mère, une généalogie de la famille royale, Hamadi, retraçant 4 siècles d'histoire. La dernière entrée mentionnait la princesse Amira Hamadi, 16 ans disparue, lors du siège de 1624, présumée morte avec le sceau royal. Il agrandit le portrait qui accompagnait le nom, une peinture ancienne, presque effacée, mais où l'on distinguait des yeux sombres, des traits délicats, et une marque de naissance, bien visible sur l'épaule gauche en forme d'étoile, à 7 branches. Il tourna l'écran vers Maria et Leila. « Le sceau royal, expliqua-t-il, calmement, n'était pas qu'un symbole d'autorité. Selon la légende familiale, c'était aussi un marqueur génétique, une tâche de naissance, transmise à chaque descendant, direct du fondateur de la dynastie. Quand la princesse Amira a disparu avec le sceau, tout le monde a pensé que la lignée s'était éteinte. Le visage de Maria se vidait de toute couleur. Elle regardait tour à tour le portrait, puis sa fille, puis de nouveau le portrait. « C'est impossible, » souffla-t-elle. « Je fais le ménage. Ma mère faisait le ménage. Ma grand-mère faisait le ménage. Nous ne sommes personne. » « Ou alors, » dit doucement Khaled, « vous êtes exactement ce que le parchemin décrit. Les descendants qui vivent parmi les oubliés, ignorant leur véritable nom. » Leila observait les adultes, son esprit brillant, assemblant les pièces du puzzle. « Monsieur Al-Rachid, » dit-elle lentement, « si ma famille descend vraiment de cette princesse, et que votre famille descend aussi de la dynastie Hamadi, alors qu'est-ce que nous sommes ?» Khaled croisa son regard et vit son propre choc s'y refléter. Selon l'arbre généalogique, la princesse Amira était la fille du sultan Rachid al-Mahdi, mon ancêtre 8 générations en arrière. Ce qui ferait de toi. Il fit une rapide estimation. Une très lointaine cousine, et probablement la seule autre descendante encore vivante de la lignée royale. C'est insensé, murmura Maria, mais désormais les larmes coulaient librement sur ses joues. Ce n'est pas possible. Des choses comme ça n'arrivent pas à des gens comme moi. Mais Leila tenait déjà la tablette, ses yeux courant sur les symboles, avec une intensité renouvelée. « Il y a encore autre chose, » dit-elle soudain. Dans le 3e message, je n'avais pas tout traduit. Il y a une dernière phrase. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» demanda Khaled. La fillette de 7 ans leva les yeux vers lui, un regard à la fois ancien et enfantin, comme si elle portait en elle le poids d'un secret qui avait attendu 4 siècles pour être prononcé. « Ça dit, » murmura-t-elle, « l'héritage n'appartient ni à la richesse ni au titre, mais au sang uni au savoir. » Quand la fille perdue prouvera sa lignée, en lisant ces mots, le trésor caché des Hamadi sera révélé. Non pas l'or, mais la vérité. Cherchez les 7 étoiles à l'endroit où l'eau rencontre la pierre, là où l'ancien monde touche le nouveau. C'est là que repose ce qui fut pris, ce qui fut caché, ce qui devait être retrouvé. Dehors, la nuit avait recouvert Neuilly-sur-Seine depuis longtemps. Mais dans le bureau de Khaled al-Rachid, une lumière venait de s'allumer, une lumière capable d'éclairer des secrets enfouis depuis des siècles. Des secrets qui allaient transformer un homme d'affaires puissant, une femme de ménage épuisée et une enfant prodige d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Et quelque part, dans l'obscurité derrière les fenêtres, le passé et le présent venaient enfin de se heurter irrévocablement. Maria dos Santos ne dormit pas cette nuit-là. Elle était assise à la petite table de sa cuisine dans son appartement exigu de Saint-Denis, fixant les photocopies que Khaled avait insisté pour qu'elle emporte la traduction du parchemin, la généalogie royale, et ce portrait obsédant de la princesse Amira, avec sa marque de naissance si reconnaissable.
Leïla dormait depuis des heures, recroquevillée sur le vieux canapé élimé, serrant encore son livre de bibliothèque entre ses doigts. Mais Maria ne cessait de regarder sa fille, la voyant différemment. Plus seulement comme l'enfant brillante qu'elle avait élevée seule, mais comme quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec une histoire que Maria ignorait depuis toujours. L'appartement était silencieux, hormis le bourdonnement du vieux réfrigérateur et le bruit lointain de la circulation, filtrant par la fenêtre. Maria tira d'une étagère la petite boîte en bois de sa grand-mère, le seul héritage reçu lorsqu'Abuela Rosa était morte 5 ans plus tôt. Elle l'avait ouverte une seule fois de vieilles photos, de personnes inconnues, une chaîne d'argent ternie et une lettre écrite dans une langue qu'elle n'avait pas reconnue. Elle avait supposé que c'était du portugais ancien. Elle avait voulu la faire traduire, mais la vie, le travail, les factures et l'éducation de Leïla l'avaient toujours retenue. Maintenant, les mains tremblantes, elle ouvrit de nouveau la boîte et prit la lettre. Le papier était jauni, couvert d'une écriture élégante qui ne ressemblait en rien au portugais moderne. À la lumière de la cuisine, Maria remarqua que certains symboles correspondaient à ceux qu'elle avait vus sur le parchemin de Khaled. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle prit une photo avec son téléphone et l'envoya au numéro que Khaled lui avait donné ses doigts maladroits sous l'effet de l'émotion. 30 secondes plus tard, son téléphone sonna. « Vous avez trouvé quelque chose ?» demanda la voix de Khaled alerte, malgré l'heure tardive. « Une lettre », murmura Maria, jetant un coup d'œil au canapé pour s'assurer que Leïla dormait toujours. « Ma grand-mère me l'a laissé. J'ai toujours cru que c'était du portugais, mais c'est la même écriture. » « La même écriture que le parchemin », compléta Khaled. « Maria, j'arrive. » « Non. » La voix de Maria sortit plus brusque qu'elle ne l'aurait voulu. « Vous ne pouvez pas. Je veux dire, c'est mon quartier. Ce n'est pas sûr pour quelqu'un comme vous. Et il est presque minuit. Quelqu'un comme moi. » Son ton devint indéchiffrable. « Vous savez ce que je veux dire, » murmura Maria. « Les gens riches ne viennent pas dans ce coin de Saint-Denis. Surtout pas seuls, surtout pas la nuit. » Il y eut un silence. Puis, « Je suis déjà en voiture. »« Khaled, monsieur Al-Rachid, après ce que nous avons découvert ce soir, je pense que nous pouvons laisser tomber les formalités. Donnez-moi votre adresse. J'y serai dans 20 minutes. » Maria voulut protester, mais une part d'elle, celle qui avait tremblé toute la soirée, avait désespérément besoin de réponse. Elle lui donna l'adresse. En attendant, Maria examina plus attentivement les photos dans la boîte de sa grand-mère. La plupart montraient des femmes mères et filles, à travers les générations, leurs visages marqués par la pauvreté et le travail dur. Mais sur la plus ancienne, à peine visible, se trouvait une jeune femme, vêtue de ce qui ressemblait à des habits coûteux d'une autre époque. Sa posture était noble malgré les dégâts du temps. La main de la femme reposait sur son épaule. Exactement à l'endroit où Maria savait qu'il y aurait eu une marque de naissance, une étoile à 7 branches. Quand on frappa, Maria sursauta malgré elle. Elle ouvrit la porte et trouva Khaled, debout dans le couloir mal éclairé de l'immeuble complètement déplacé, dans son costume sur mesure et son manteau taillé à la main. Il portait une sacoche en cuir et son visage était tendu par une concentration presque féroce. « Je me suis garé dans un parking à 2 rues, » dit-il, en entrant après le geste de Maria. « Vous aviez raison. Ce n'est pas l'endroit le plus sûr. » Il observa le petit appartement, ses yeux parcourant la peinture écaillée, les meubles de seconde main, cette atmosphère de pauvreté contenue. Quelque chose changea dans son expression. Peut-être reconnaissait-il enfin à quel point l'écart entre sa vie et celle de Maria était immense. « Leïla dort », dit cette dernière, inutilement en désignant le canapé. Le regard de Khaled s'adoucit lorsqu'il aperçut l'enfant assoupi. « Elle est extraordinaire, Maria.
Tu le sais, n'est-ce pas? Ce qu'elle a fait ce soir, j'ai dépensé une petite fortune en experts et aucun n'a accompli en 1 heure ce qu'elle a réussi. Elle me fait peur parfois, avoua Maria d'une voix basse. Elle est tellement intelligente. Mais je ne peux pas lui offrir les opportunités qu'elle mérite. Je ne peux pas payer d'école spécialisée ni de tuteur. Sa voix se brisa. Nous parlerons de ça, répondit doucement Khaled. Mais d'abord, montre-moi la lettre. Maria lui tendit le papier jauni. Khaled le posa avec précaution sur la table de cuisine et sortit de sa sacoche une loupe et une petite lampe UV. Il étudia le document en silence pendant plusieurs minutes, prenant parfois des photos et griffonnant des remarques. C'est bien la même famille d'écriture que le parchemin, conclut-il enfin. Mais celui-ci est plus récent. Début des années 1800, d'après le papier et l'encre. La plume est moins formelle, plus intime. « Tu peux le lire ?» demanda Maria. « En partie. » Khaled ouvrit sur sa tablette les notes de traduction rédigées par Leila. « Ta fille a créé une clé de chiffrement rudimentaire. Grâce à elle, on peut décoder les motifs de symboles. Elle est brillante, Maria. Vraiment brillante. » Il lut lentement, traduisant à voix haute. « Ma chère fille, le moment était venu de te dire ce que ma mère m'a dit, et ce que sa mère lui a dit avant elle, et ainsi de suite, jusqu'à notre premier ancêtre qui s'est enfui avec pour seul bien sa vie et ses secrets. Dans notre sang coule une histoire que le monde croit disparue. » Khaled leva les yeux stupéfaits. La lettre continue en disant que la princesse Amira n'est pas morte lors du siège. Elle s'est échappée avec une servante de confiance. Elle était enceinte de son premier enfant. Elles ont traversé la mer jusqu'au Nouveau Monde, un endroit où personne ne connaîtrait leur nom ou leur visage. Elles avaient juré de ne jamais parler de leur passé pour protéger l'enfant de ceux qui voudraient utiliser ou détruire la lignée royale. Maria se laissa tomber sur une chaise, les jambes soudain incapables de la porter. « Donc, c'est vrai, ma famille descend vraiment de cette princesse. » « Il semble bien que oui, » dit Khaled avec douceur. La lettre dit que chaque génération a porté la marque, la tache de naissance, et que chaque génération l'a dissimulée en élevant leurs filles dans l'ombre, en les rendant invisibles. « En faisant de nous des femmes de ménage, » murmura Maria, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « En faisant de nous des servantes, c'est insupportable. » La lettre dit aussi autre chose, poursuivit Khaled, toujours d'une voix calme. Elle dit qu'un jour naîtrait une fille qui ne porterait pas seulement la marque, mais aussi le don. Celui de lire les langues anciennes, de comprendre les voix d'autrefois. Cette fille serait celle qui récupérerait ce qui fut perdu. Pas des titres ni un trône, mais la vérité, l'identité, l'histoire. Ils tournèrent tous deux la tête vers Leila, toujours profondément endormie sur le canapé, sa petite poitrine se soulevant régulièrement. « C'est elle, » souffla Maria. « La lettre parlait de ma Leila. »« Peut-être, » dit Khaled. « Ou peut-être parlait-elle de toi. Maria, sais-tu lire une langue ancienne? As-tu déjà remarqué chez toi une quelconque capacité particulière ?» Elle secoua la tête immédiatement. « J'ai à peine fini le lycée. Je suis doué pour le ménage, pour faire des budgets impossibles et pour travailler dur, mais les langues, la recherche, non. Tout ça, elle le tient de quelque part, mais pas de moi. » « Alors peut-être que cela saute des générations, » murmura Khaled. « Ou peut-être que ce don nécessite les bonnes circonstances pour se manifester. Leila a accès aux médiathèques, aux livres, à l'éducation. Ta mère, ta grand-mère, ont-elles eu accès à tout cela? Non, admit Maria. Elles ont travaillé dès l'enfance, pas le temps pour l'école au-delà du minimum. Khaled hocha lentement la tête. Alors,
Leïla est peut-être la première de ta lignée à avoir eu la liberté et les ressources nécessaires pour développer ce don. Et maintenant, par pur hasard, elle tombe sur un parchemin qui semble avoir été fait pour elle. Est-ce vraiment du hasard? Demanda Maria d'une voix tremblante. Ou est-ce du destin? Je ne crois pas au conte de fée Khaled. J'ai trop travaillé, trop souffert pour croire à la magie. Mais ça, elle désigna à la lettre les photos, tout ce que la nuit avait révélé. Ça me dépasse. Je n'en sais rien, admit Khaled. Mais je sais une chose, nous devons la protéger. Si ce que dit le parchemin est vrai, s'il existe un trésor ou une vérité cachée quelque part, et si Leïla est la clé pour le trouver, alors d'autres pourraient vouloir l'utiliser pour leur propre dessein. Un frisson glacé traversa Maria. Quel genre d'autre? Ma famille a des ennemis, répondit Khaled avec prudence. Des rivaux dans les affaires, des adversaires politiques au Moyen-Orient qui seraient ravis de discréditer le nom Al-Rachid. Et il existe aussi, disons, des collectionneurs. Des gens obsédés par les lignées royales et les anciens trésors. Si le monde apprenait pour Leïla ce qu'elle peut faire, ce qu'elle pourrait être, elle serait en danger. Le visage de Maria se durcit d'une fureur protectrice que Khaled n'avait jamais vue chez sa discrète employée. Alors personne ne doit savoir. On fera comme si rien ne s'était passé ce soir. Je prendrai Leïla et on partira. On changera de nom. J'ai déjà recommencé ma vie une fois. Je peux le refaire. Non, répondit Khaled avec une fermeté calme. Ce n'est pas la solution. Se cacher n'a jamais protégé ta famille. Ça vous a seulement maintenu dans la pauvreté et coupé de votre propre histoire. Ce qu'il nous faut, c'est être intelligent, stratégique. Facile pour vous de dire ça, répliqua Maria, l'épuisement éraflant sa voix jusqu'à la colère. Vous vivez dans une villa. Vous avez la sécurité, l'argent, le pouvoir. Moi, j'ai un bail qui expire et une fille que j'ai du mal à nourrir certaines semaines. Nous ne sommes pas pareils. Les mots restèrent suspendus entre eux, une vérité brutale, qu'aucune découverte, aucune origine commune ne pouvait effacer. Ils venaient de mondes différents, façonnés par des réalités opposées. Khaled soutint son regard sans vaciller. Tu as raison, nous ne sommes pas pareils. Mais, Maria, que tu le veuilles ou non, nos destins sont maintenant liés. Le parchemin m'a été envoyé, mais il a été écrit pour être lu par Leïla. Nous sommes les deux moitiés d'une même équation ancienne, et j'ai des ressources dont tu as besoin. Et moi j'ai quoi? Lança Maria. Qu'est-ce que je pourrais avoir que vous n'avez pas? La vérité, répondit simplement Khaled. Le lien réel avec la lignée. Je descends des autres enfants du sultan, ceux qui sont restés, qui ont survécu, en devenant hommes d'affaires plutôt que souverains. Mais Leïla, elle descend de la fille qui a porté le sceau sacré, celle qui a été choisie pour préserver quelque chose d'assez important pour que ta famille le protège pendant 4 siècles. Aux yeux de la tradition, de la loi ancienne, sa légitimité est plus forte que la mienne. Maria eut un rire amer. Une légitimité sur quoi? Un royaume qui n'existe plus, un trône disparu depuis des siècles. Ça ne paie pas mon loyer, Khaled. Non, admit-il, mais cela peut nous conduire à ce que promet le parchemin, là où l'eau rencontre la pierre, là où l'ancien monde touche le nouveau. Ce n'est pas une métaphore, Maria, c'est un lieu. Et ce qui y est caché était assez important pour que ton ancêtre traverse la mer enceinte, prête à mourir pour en protéger le secret. Assez important pour que les miens conservent le parchemin pendant 400 ans. Vous voulez partir à la recherche de ce trésor? Demanda Maria incrédule. Je veux découvrir la vérité, rectifia Khaled. Et oui, je pense que nous devrions chercher ensemble. Toi, moi et Leïla. C'est insensé. J'ai un travail.
J'ai des factures, je ne peux pas simplement. Et si je t'engageais, l'interrompit Khaled. Pas comme femme de ménage, comme consultante sur ce projet. Je te verserai 3 mois de salaire à l'avance. Tu pourras quitter tes autres emplois, te consacrer entièrement à cette enquête. Je prendrai en charge ton loyer, tes dépenses, tout. Et pour Leïla, je veux organiser des séances avec des spécialistes que je connais, des linguistes, des historiens des gens, qui peuvent l'aider à développer ses dons sans l'exploiter. Maria le fixa, cherchant le piège caché dans cette offre trop généreuse. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que je suis curieux, répondit Khaled honnêtement. Parce que c'est la chose la plus fascinante qui me soit arrivée depuis que j'ai cessé de courir derrière les profits et que j'ai commencé à me demander s'il existait autre chose au-delà des rapports trimestriels. Et parce que... Il marqua une pause, choisissant ses mots. Parce que je pense que Leïla mérite de savoir qui elle est vraiment. Et toi aussi. Avant que Maria puisse répondre, une petite voix s'éleva du canapé. « Je veux savoir. » Les deux adultes se tournèrent. Leïla était assise, se frottant les yeux, ses cheveux ébouriffés par le sommeil. Depuis quand était-elle réveillée? « Ma chérie, tu devrais dormir, » dit Maria automatiquement. « Je veux savoir qui je suis, » répéta Leïla d'une voix claire et ferme. « Je me suis toujours sentie différente, maman, comme si je n'avais pas ma place nulle part. Les enfants à l'école pensent que je suis bizarre parce que je lis trop. Les professeurs ne savent pas quoi faire de moi. Et même toi, parfois tu me regardes comme si tu ne savais pas tout à fait d'où je venais. » Ses yeux se remplirent de larmes. S'il y a une raison pour laquelle je suis comme ça, s'il y a un endroit où je devrais être, je veux le trouver. Le cœur de Maria se brisa et se répara en même temps. Pendant 7 ans, elle avait tenté de donner à sa fille une vie normale, de la protéger de toute différence trop visible. Mais Leïla l'avait ressenti, malgré tout, cette dissonance profonde, qui naît quand on est extraordinaire dans un monde fait pour l'ordinaire. « D'accord », entendit Maria dire le mot échappant, avant que son esprit rationnel ne puisse le retenir. « D'accord, on essaiera. Mais Khaled, si à n'importe quel moment je pense que c'est dangereux pour Leïla, c'est fini. Je me moque des secrets anciens du sang royal. Elle est ma fille avant tout et je choisirai toujours sa sécurité. »« D'accord, » répondit Khaled avec gravité en lui tendant la main. Maria la serra. Et à cet instant, un partenariat venait de naître. Mâles assortis inégaux, mais désormais unis par un but commun qui dépassait leurs mondes respectifs. Leïla descendit du canapé et s'approcha de la table, observant la lettre et les photographies avec un regard neuf. « On commence où ?» demanda-t-elle. Khaled sourit un sourire sincère, le premier que Maria lui voyait depuis qu'elle travaillait pour lui. « On commence par l'énigme, là où l'eau rencontre la pierre, là où l'ancien monde touche le nouveau. Nous devons déterminer quel lieu correspond à cette description. » « Et il doit y avoir les 7 étoiles, » ajouta Leïla en pointant ses notes de traduction. « L'endroit des 7 étoiles. »« En France ?» demanda Maria sceptique. « On dirait plutôt quelque chose du Moyen-Orient. »« Pas forcément, » répondit Khaled, l'esprit déjà en mouvement. « Souviens-toi, la princesse Amira a fui vers le Nouveau Monde. Ce qu'elle a caché, elle l'a caché là-bas. Là où ceux qui la poursuivaient ne pourraient jamais le retrouver. Là où l'eau rencontre la pierre peut décrire des dizaines de lieues sur les côtes atlantiques. Ou New York, dit Leïla. Ou le Massachusetts. Tout le littoral, c'est l'eau qui rencontre la pierre. Mais cela doit aussi être un endroit où l'ancien monde touche le nouveau, ajouta Khaled. Un lieu chargé d'histoire. Un lieu qui relie l'héritage moyen-oriental à la colonisation européenne. Ils restèrent dans la minuscule cuisine de Maria jusqu'à l'aube qui se levait sur Saint-Denis.
3 partenaires improbables se penchaient sur des cartes et des archives historiques sur la tablette de Khaled, cherchant un secret vieux de 4 siècles, caché en pleine lumière. Et dans la lueur grandissante du matin, aucun ne remarqua la berline sombre, garée depuis l'arrivée de Khaled, ni la silhouette à l'intérieur, prenant des photos de la fenêtre éclairée, où un milliardaire, une femme de ménage et une enfant redessinaient les lignes de leur destin commun. Le Dr. Jameson Crawford se trouvait dans la salle d'archives climatisée de la Sterling Memorial Library de l'université Yale, entouré de documents que la plupart trouveraient insupportablement ennuyeux. Registre foncier du Connecticut colonial, manifeste de navires des années 1620, lettres à peine lisibles, écrites par les premiers colons, décrivant leurs interactions avec des marchands venus d'au-delà de l'Atlantique. Mais Crawford n'était pas comme les autres. À 68 ans, il avait consacré 40 années à une seule obsession historique, le destin du sceau royal Hamadi et de la princesse qui avait disparu avec lui. Ses collègues le considéraient comme excentrique, au mieux délirant, au pire. L'université le tolérait uniquement parce que son financement privé, provenant d'un mystérieux mécène du Moyen-Orient, soutenait des postes de recherche et des projets de conservation utiles à tous. Ce qu'ils ignoraient, c'était que l'obsession de Crawford avait depuis longtemps franchi la limite de la recherche académique pour devenir quelque chose de plus sombre, de plus désespéré. Son téléphone vibra. Le message entrant fit trembler ses mains lorsqu'il agrandit les photos sur son écran. Une fillette de 7 ans, une tache de naissance parfaitement visible sur son épaule. Une étoile à 7 branches géométriquement parfaites. Le message accompagnant les images disait « Sujet, Leila dos Santos, 7 ans. Mère Maria dos Santos, employée domestique. Aucun père indiqué sur l'acte de naissance. Réside à Saint-Denis. Sujet observé, entrant dans la résidence Al-Rachid, hier après-midi. A quitté les lieux, 6 heures plus tard, avec sa mère portant des documents. Al-Rachid s'est rendu à leur domicile à 23h47. A quitté les lieux à l'aube. Activité indiquant une découverte majeure. Le cœur de Crawford s'emballa. Khaled Al-Rachid. Il connaissait très bien ce nom. Il surveillait cette famille depuis des années, attendant qu'elle bouge enfin concernant le parchemin qu'une branche éloignée de leurs archives généalogiques suggérait qu'ils possédaient. Les Al-Rachid étaient des prudents secrets. Mais si Khaled avait impliqué une enfant et sa mère, quelque chose avait changé. Et une enfant avec la marque de naissance. La marque du sceau. Crawford ouvrit ses dossiers de recherche, cherchant le nom Dos Santos dans sa base de données des potentiels descendants Hamadi. La famille y figurait, une fine lignée de femmes portant des noms hispaniques à travers les Amériques, toujours domestiques, toujours pauvres, toujours cachées à la vue de tous. Il avait enquêté sur 12 familles au fil des ans, cherchant la marque. Aucune ne l'avait portée. Mais cet enfant, cette Leila dos Santos, elle était différente. La photographie ne mentait pas. Après 40 ans de recherche, Crawford les avait enfin trouvés, les 2 moitiés de l'ancienne équation, le gardien du parchemin et la porteuse de la marque. Il composa un numéro parlant en arabe rapide à l'interlocuteur qui finançait ses recherches depuis tant d'années. « Je l'ai trouvée », dit-il, sans préambule. La fille du sceau. Et elle est déjà en contact avec la famille Al-Rachid. Il faut agir vite. La voix au bout du fil était cultivée, instruite et glaciale. Êtes-vous sûr, cette fois, Dr. Crawford? J'ai investi des ressources considérables dans vos précédentes erreurs. Je suis certain, insista Crawford. La tâche de naissance est indiscutable. Et le moment? Le fils Al-Rachid a reçu quelque chose de sa famille en Arabie Saoudite cette semaine, poursuivit Crawford. Ma source dans l'entreprise de transport l'a confirmé. Ce n'est pas une coïncidence.
Alors nous passons à la phase 2, déclara la voix glaciale. Mais avec prudence. La famille Al-Rachid possède des ressources et des connexions que nous ne pouvons pas affronter directement. Nous avons besoin d'un levier. Nous avons besoin de la fillette. Elle a 7 ans, dit Crawford, et même lui sentit un frisson de conscience. Une enfant. Elle est la clé d'un secret vieux de 4 siècles, corrigea la voix. Un secret qui appartient à ma famille, pas aux Al-Rachid, et certainement pas à une petite Américaine pauvre qui ignore ce qu'elle porte en elle. Vous allez obtenir un accès à l'enfant, Dr. Crawford. Gagnez la confiance de la mère. Offrez votre expertise. Faites ce qu'il faudra. Mais amenez-moi cet enfant et ce qu'elle sait. La ligne se coupa net. Crawford resta immobile, les yeux fixés sur la photo de Leila dos Santos, une fillette au regard curieux et lumineux, totalement inconsciente qu'elle venait de devenir la personne la plus recherchée dans un jeu d'influence que des puissances rivales menaient depuis des siècles. Il se dit qu'il agissait pour l'histoire, pour la connaissance, pour préserver la vérité d'une civilisation perdue. Mais au fond de lui, dans cet endroit qu'il évitait soigneusement, il savait qu'il avait déjà franchi des frontières qu'aucun érudit ne devrait franchir, et qu'il s'apprêtait à en franchir d'autres. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans son domaine, Khaled Al-Rachid passait ses propres appels. Il revenait de l'appartement de Maria, tandis que le soleil se levait, l'esprit saturé de possibilités et d'inquiétudes. Une sensation d'être observé l'avait effleuré durant le trajet, mais il l'avait attribuée à la fatigue. Assis dans son bureau, un café refroidi à côté de lui, Khaled appela le chef de sa sécurité personnelle. « Marcus, j'ai besoin de vérification complète sur 2 personnes, Maria dos Santos et sa fille Leila. Tout, leur passé, leur relation, et toute personne ayant montré un intérêt inhabituel pour elle. Et augmente la surveillance autour de ma propriété. Je crois que quelqu'un observe la maison. » « Niveau de menace ?» demanda Marcus, professionnel sans panique. « Inconnu », admit Khaled. « Mais je vais les impliquer dans un projet sensible et je ne veux aucune complication imprévue. Je vous envoie un rapport préliminaire cet après-midi. » Après avoir raccroché, Khaled se tourna vers son ordinateur et reprit l'énigme qui l'obsédait depuis la veille. Là où l'eau rencontre la pierre, où l'ancien monde touche le nouveau. Il comprit soudain qu'il se trompait depuis le début. Jusqu'ici, il avait cherché des lieux géographiques, port, crique, embouchure, où l'Atlantique rencontrait la côte. Mais et si l'ancien monde et le nouveau ne désignaient pas seulement l'Europe et l'Amérique? Et s'ils désignaient des communautés? Des peuples Khaled parcourut les archives sur l'immigration moyen-orientale en Nouvelle-Angleterre. Les données étaient maigres. La plupart des migrations ne commencèrent vraiment qu'à la fin du 19e siècle. Mais il y avait des exceptions des marchands, des diplomates ottomans, des navigateurs ayant établi des liens avec les colons européens. Et là, dans une note marginale d'un manifeste de 1626, Khaled trouva quelque chose qui fit bondir son pouls, un marchand d'origine arabe anonyme, enregistré comme ayant acheté une propriété à New Haven, un comptoir commercial reliant colons européens et marchandises venues du Levant. La description de la propriété était restée maison de pierre, au croisement du port et du ruisseau, là où l'eau douce rencontre l'eau salée, là où l'eau rencontre la pierre. Khaled ouvrit immédiatement les cartes modernes de New Haven et les superposa au plan du XVIIe siècle. Le rivage avait changé des cours d'eau enterrés des quartiers construits sur des terres remblayées, mais un lieu restait inchangé. Une petite parcelle historique dans le secteur d'Oyster Point aujourd'hui, occupée par un musée maritime. Le bâtiment était récent, mais le terrain était le même. Khaled zooma sur l'image satellite, à l'endroit exact où un vieux ruisseau désormais partiellement souterrain rejoignait le port. Et dans le logo du musée, il la vit. Une étoile à 7 branches, représentant les 7 mers.
l'endroit des 7 étoiles. Ses mains tremblaient lorsqu'il attrapa son téléphone pour appeler Maria. C'était là. Ça ne pouvait être que là. Mais avant qu'il n'ait de composer le numéro, sa sonnette retentit. Khaled vérifia la caméra de sécurité. Un homme âgé, bien habillé, se tenait devant son portail, une mallette en cuir à la main, et l'air patient de quelqu'un habitué à attendre. « Puis-je vous aider ?» demanda Khaled via l'interphone. « Monsieur Al-Rachid » répondit l'homme avec une politesse souple. « Je m'appelle Dr. James Crawford. Je suis professeur d'histoire du Moyen-Orient à l'université Yale. » « Je m'excuse de cette visite imprévue, » commença le Dr. Crawford. « Mais j'ai récemment appris que vous auriez peut-être en votre possession certains documents historiques liés à la dynastie Ahmadi. J'aimerais beaucoup en discuter avec vous. » Chaque instinct de Khaled hurlait danger. Personne ne devait savoir pour le parchemin. Il n'en avait parlé qu'à Maria, et elle n'aurait jamais contacté un universitaire. Ce qui signifiait que quelqu'un les observait, les écoutait, suivait leurs traces. « Je crains de ne pas savoir de quoi vous parlez, » répondit Khaled prudemment. « S'il vous plaît, monsieur Al-Rachid. » Le ton de Crawford prit une chaleur d'enthousiasme universitaire, presque crédible. « J'ai consacré toute ma carrière à cette période de l'histoire. Si vous avez trouvé des documents relatifs à la princesse Amira ou au sceau royal, ils ont une valeur historique inestimable. Je peux vous aider à les authentifier, les traduire, comprendre leur contexte. Je ne suis pas ici pour vous prendre quoi que ce soit. Je veux simplement vous aider à préserver et interpréter ce que vous avez découvert. » « Comment saviez-vous que je possédais quoi que ce soit ?» demanda Khaled d'une voix tranchante. Crawford eut l'air pour la première fois légèrement honteux. « Je maintiens, appelons cela un réseau de personnes intéressées, des gens qui m'avertissent lorsque des documents de cette époque changent de main. La connexion de votre famille à la lignée Ahmadi est bien connue dans les archives généalogiques. Lorsqu'un colis est arrivé d'Arabie Saoudite la semaine dernière, certains ont pris note. »« Certains, » répéta Khaled froidement. « Vous voulez dire que vous m'espionnez. Je préfère parler de surveillance d'artefacts d'importance historique, » répondit Crawford avec un sourire mince. « Monsieur Al-Rachid, je comprends votre prudence, mais je vous assure que mes motivations sont strictement académiques. Je peux vous fournir des références, des attestations, ce que vous voulez, pour vérifier ma légitimité. Je vous demande seulement la possibilité d'étudier ce que vous avez trouvé. En échange, je peux vous offrir des ressources et une expertise précieuse. » Khaled prit une décision instantanée. Parfois, on apprenait plus en gardant ses ennemis près de soi qu'en les rejetant. « Attendez ici, j'arrive. » En descendant les escaliers, il envoya un message à Marcus Homme à mon portail « Dr. Jameson Crawford Yale. » « Trouve-moi tout à son sujet immédiatement. » Puis il ouvrit la porte pour accueillir l'homme qui traquait le même secret que lui, se demandant s'il faisait un geste brillant ou une erreur colossale. Le Dr. Crawford entra dans le hall, ses yeux balayant déjà l'endroit avec l'expertise silencieuse de ceux qui savent lire la richesse et le goût. « Votre maison est magnifique, » dit-il. « L'architecture est-elle inspirée du style arabe traditionnel? » « Le choix de mes parents, » répondit Khaled d'un ton neutre. « Qu'attendez-vous exactement de moi, Dr. Crawford? »« Offrir mon aide, » répondit celui-ci avec aisance. « Et peut-être vous donner un avertissement. Vous n'êtes pas le seul à vous intéresser à l'héritage Ahmadi. Il existe des collectionneurs des acteurs politiques, des individus aux intentions moins académiques, qui paieraient dans des fortunes pour ce que vous possédez. Si la rumeur se répand que vous avez trouvé le parchemin, vous pourriez mettre en danger votre sécurité et celle de quiconque est lié à vous. » Le sang de Khaled se glaça. Il pensa immédiatement à Maria et Leila. « Est-ce une menace? »« C'est une réalité, » dit Crawford.
Je suggère simplement que vous auriez peut-être intérêt à travailler avec quelqu'un qui connaît ce terrain. Quelqu'un qui peut vous aider à naviguer les dangers tout en poursuivant la vérité. Et qu'est-ce que vous voudriez en retour? Les yeux de Crawford brillèrent. L'accès, la documentation, l'opportunité de publier mes conclusions et de prouver enfin les théories auxquelles j'ai consacré ma vie. Et peut-être, il marqua une pause délicate. S'il existe d'autres individus impliqués dans cette découverte, des individus ayant un lien particulier avec la lignée Ahmadi, j'aimerais les rencontrer également. Donc, il savait pour Leila, ou du moins, il le soupçonnait. Khaled garda son visage parfaitement impassible. « Je considérerai votre offre, Dr. Crawford. Laissez-moi vos coordonnées. Si j'estime que votre expertise peut m'être utile, je vous recontacterai. » Une ombre de déception passa dans les yeux de Crawford avant qu'il ne la masque. « Bien sûr, je comprends votre prudence. Mais ne tardez pas trop. Dans ce genre d'affaires, le timing est crucial. » Il tendit une carte de visite. « Je suis disponible à toute heure. » Dès qu'il referma la porte derrière lui, Khaled appela Maria. « Ne sors pas aujourd'hui, » dit-il dès qu'elle répondit. « N'emmène pas Leila à l'école. Ne quitte pas ton appartement. J'envoie mon équipe de sécurité surveiller ton immeuble. » « Quoi? Pourquoi? » La voix de Maria se tendit de peur. « Parce que quelqu'un sait, » dit Khaled d'une voix sombre. « Quelqu'un nous observe. Et ils savent pour Leila. Nous ne sommes plus en sécurité. » Dans son petit appartement, Maria se rapprocha instinctivement de Leila, assise à la table de la cuisine à pratiquer sa lecture. L'enfant leva les yeux, percevant immédiatement la tension dans l'air. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» demanda Leila. Maria regarda sa fille, cette enfant brillante, étrange, merveilleuse, qui était devenue le centre d'un mystère vieux de plusieurs siècles, et sentit la fureur protectrice familière et brûlante naître dans sa poitrine. « Rien, mon cœur, » mentit-elle doucement. « Tout va bien. » Mais par la fenêtre, Maria apercevait la même berline sombre garée de l'autre côté de la rue, exactement à la même place qu'au matin. Et cette fois, elle remarqua clairement l'homme à l'intérieur qui observait leur immeuble à travers des jumelles. Non, rien n'allait bien du tout. La partie venait de commencer. Les joueurs se mettaient en mouvement. Et Maria dos Santos, qui avait passé sa vie à essayer d'être invisible, venait brusquement de devenir très visible pour des gens qui jouaient avec des enjeux qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Dans l'après-midi, Maria et Leila avaient été relogées dans la demeure de Khaled. Maria avait protesté. Emménager chez son employeur franchissait une limite qu'elle s'était toujours juré de ne jamais dépasser. Mais lorsque Marcus, le chef de la sécurité de Khaled, lui montra les photographies de 3 véhicules différents surveillant son immeuble, l'instinct maternel prit le pas sur sa fierté. À présent, elle était assise dans l'une des chambres d'amis, une pièce plus grande que tout son ancien appartement, et regardait Leila explorer la salle de bain attenante, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Maman, la baignoire, on peut presque nager dedans. »« Ne t'habitue pas trop vite, » répondit Maria, mais sa voix manquait de conviction. Comment dire à sa fille de ne pas profiter d'un confort que Maria elle-même avait secrètement rêvé toute sa vie? Un endroit sûr, un endroit beau, un endroit où elle n'avait pas à compter chaque centime ou s'inquiéter du loyer. Un coup frappé à la porte fit tressaillir Maria. Mais ce n'était que Khaled, une tablette à la main, le visage traversé d'une excitation à peine contenue. « Je l'ai trouvé, » dit-il, sans préambule. « L'endroit, j'en suis presque certain. » Leila sortit immédiatement de la salle de bain, attirée par le ton dans sa voix. « Où? »« À New Haven, » répondit Khaled en affichant des images sur la tablette.
Il y a un musée maritime dans le quartier d'Oyster Point, construit sur le site d'un ancien poste de commerce du XVIIe siècle. La structure originale était une maison en pierre, construite par un marchand moyen-oriental dont le nom n'a jamais été conservé. L'emplacement exact où un ruisseau d'eau douce rencontre le port. Maria examina les images satellites, mais elle ne voyait qu'un bâtiment moderne et un parking. C'est un musée. Le bâtiment Spata est moderne, oui, admit Khaled. Mais le terrain, lui, n'a pas changé. Et regarde ça. Il zooma sur le logo du musée. 7 branches, 7 étoiles, 7 mers. Ce n'est pas décoratif, dit Khaled. C'est un marqueur, un signe laissé pour ceux qui sauraient le lire. Quand est-ce qu'on y va? Demanda Leila déjà frémissante d'excitation. Ce soir, répondit Khaled. Après la fermeture du musée. J'ai déjà contacté le directeur, je lui ai dit que j'envisageais une donation importante et que je souhaitais une visite privée pour évaluer leurs besoins en préservation. Il a été ravi de m'ouvrir les portes. Vous allez vous introduire là-bas, s'étonna Maria. Je vais mener des recherches en dehors des heures d'ouverture, avec l'accord total de l'administration du musée, rectifia Khaled avec un léger sourire. Ce n'est pas la même chose, et nous n'irons pas seuls. Marcus et 2 de ses hommes nous accompagneront. À cause des gens qui nous surveillent, murmura Maria. Le visage de Khaled se fit grave. Mon équipe a vérifié les plaques minéralogiques des véhicules près de ton immeuble. 2 appartiennent à une agence de détectives privée engagée par des clients inconnus. Le 3e est enregistré au nom d'un certain Robert Pfizer, impliqué dans un marché clandestin d'antiquités. Ce ne sont pas de simples universitaires curieux, Maria. Ce sont des gens qui trafiquent des artefacts volés valant des millions. L'estomac de Maria se noua. Alors peut-être qu'on devrait arrêter. Peut-être que tout ça est trop dangereux. Maman, non. La voix de Leila claqua vibrante de détermination. On ne peut pas s'arrêter maintenant. C'est qui je suis, qui nous sommes. On ne mérite pas de savoir la vérité. Maria regarda sa fille 7 ans seulement, mais avec un regard qui semblait traverser les siècles. Une enfant qui avait passé sa vie entière à se sentir déplacée, différente, et qui voyait enfin une explication. D'accord, souffla Maria, presque malgré elle. Mais au premier signe de danger, on part, sans discuter. D'accord, dit Khaled sérieux. Je te le promets. Le New Haven Maritime Museum fermait au public à 18h. À 19h30, tandis que le crépuscule tombait sur le port. Le SUV noir de Khaled entra dans le parking désert, suivi d'un second véhicule, transportant Marcus et son équipe. Le directeur du musée, un homme nerveux dans la cinquantaine nommé Preston Clark, les attendait à l'entrée. « Monsieur Al-Rachid, quel honneur! Je dois dire que lorsque vous avez mentionné une possible donation à 7 chiffres, le conseil d'administration a été très enthousiaste lui aussi. » Il s'interrompit remarquant Maria et Leila. « Je ne savais pas que vous viendriez en famille. » « Voici Maria dos Santos et sa fille Leila, » répondit Khaled avec aisance. « Maria est ma consultante historique et Leila est une jeune chercheuse remarquable spécialiste des langues anciennes. J'espère que leur présence ne pose aucun problème. » Les sourcils de Clark se haussèrent à la mention d'une chercheuse de 7 ans, mais la promesse d'une donation à 7 chiffres pesa manifestement plus lourd que son scepticisme. « Bien sûr que non. Entrez, je vous en prie. » Le musée était un bâtiment moderne de verre et d'acier, conçu pour mettre en valeur l'histoire maritime à travers des expositions interactives et des artefacts soigneusement restaurés. Clark les guida à travers les galeries où se succédaient maquettes de navires, instruments de navigation et scènes reconstituées du passé maritime du Connecticut. Mais Khaled ne s'y intéressait pas. Ses yeux fouillaient les murs.
les sols cherchant quelque chose qui ne ferait pas partie de l'architecture moderne. « Monsieur Clark, dit-il en marchant, j'ai compris que ce musée avait été construit sur le site d'une structure bien plus ancienne, un poste de commerce de l'ère coloniale. »« Exact, » répondit Clark tout heureux de partager ses connaissances. La maison en pierre d'origine datait des années 1520. Elle a été démolie en 1847 pour laisser place à un entrepôt lui-même détruit pour un parking et finalement ce musée. Nous avons quelques artefacts de la structure originale dans nos réserves si vous souhaitez les voir. « Je le souhaite, » dit Khaled d'un ton qui ne laissait pas place au doute. « Vraiment. » Clark les conduisit par un escalier étroit jusqu'au niveau inférieur, une zone de stockage climatisée où s'alignaient des boîtes étiquetées et des artefacts en cours de conservation. L'atmosphère y était différente, plus ancienne, poussiéreuse, plus proche de l'ossature réelle de l'histoire. Les pierres de fondation d'origine ont été conservées dans ce sous-sol, expliqua Clark en montrant une section du mur, où des pierres irrégulières, plus anciennes, étaient visibles sous le béton moderne. Lors de la construction du musée, les architectes ont choisi de préserver ce qu'il restait de la structure historique. Leila s'approcha des vieilles pierres, posant doucement sa main dessus. « Maman, » murmura-t-elle, « je sens quelque chose. » Maria échangea un regard inquiet avec Khaled. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie? »« Les pierres sont chaudes, » dit Leila. « Et il y a des écritures, très faibles, j'arrive à peine à les voir. » Clark sortit une lampe torche et éclaira la zone indiquée. « Je ne vois aucune écriture. »« Parce que vous ne regardez pas comme il faut, » répondit Leila avec la franchise naïve d'un enfant. Elle suivit du doigt ce qui paraissait être de simples fissures naturelles. Les symboles sont gravés pour ressembler à des marques du temps, mais ce n'est pas aléatoire. C'est un motif. Khaled s'agenouilla aussitôt, sortant son téléphone pour photographier. Qu'est-ce que ça dit? Leila resta silencieuse un long moment concentrée avec une intensité presque surnaturelle. C'est un système de comptage, dit-elle enfin. Les chiffres 7, 31, 14. Et juste en dessous, une direction sous le point où les eaux se rejoignent, là où la première pierre a été posée, en dessous. En dessous, répéta Maria, sous terre. Beaucoup de bâtiments coloniaux avaient dans les caves racines, expliqua Clark, la curiosité prenant peu à peu le dessus sur son scepticisme. Mais je ne connais aucun niveau inférieur à celui-ci. Le rapport technique de construction n'indiquait aucun vide. « Monsieur Clark », l'interrompit Marcus avec l'autorité d'un professionnel. « Y a-t-il un espace que vous n'utilisez pas ici? Une zone scellée ou déclarée structurellement instable ?» Clark réfléchit. « Dans la réserve du fond, il y a un coin où on nous a demandé de ne pas entreposer d'objets lourds. Le sol y a été renforcé avec du béton, probablement pour sceller un ancien système de drainage ou une citerne. Pourquoi? » Ils trouvèrent la zone rapidement. Une section d'environ 3 mètres carrés, dans un angle où le béton semblait plus récent. Marcus frappa le sol du talon. Un son creux résonna. « Il y a clairement un espace vide en dessous, » dit-il. « Nous ne pouvons pas simplement casser le sol du musée, » protesta Clark. « Et si je couvrais tous les frais ?» demanda Khaled calmement. « Et si j'augmentais la donation que j'ai mentionnée, disons, je la double, pour compenser toute gêne. » Les objections de Clark fondirent instantanément. « Je dois appeler le président du conseil. Bien sûr. Prenez votre temps, » dit Khaled. Tandis que Clark s'éloignait, Leila continuait d'examiner les murs suivant des symboles que personne d'autre ne pouvait percevoir. Maria la regardait partagée entre fierté et terreur. C'était ce que sa fille était destinée à faire lire, là où les autres étaient aveugles comprendre ce que l'histoire avait recouvert. Mais un tel don attirait aussi l'ombre.
Le talkie-walkie de Marcus grésilla soudain. « Chef, on a du mouvement à l'extérieur. » 3 véhicules viennent d'entrer sur le parking, annonça la voix dans le talkie-walkie de Marcus. Ils n'approchent pas, mais ils se sont positionnés pour surveiller toutes les sorties. La mâchoire de Khaled se contracta. Comment nous ont-ils trouvés? Soit ils nous ont suivis, soit... Marcus s'interrompit un instant, son regard durcissant. Soit quelqu'un leur a dit où nous serions. Tous se tournèrent instinctivement vers Clark, encore au téléphone de l'autre côté de la pièce. Le directeur du musée remarqua leur regard sembla comprendre soudain leur inquiétude, puis parut très nerveux. « Marcus garde les yeux sur ces véhicules, » dit Khaled à voix basse. « S'ils essaient d'entrer, je veux le savoir immédiatement. »« Vous pensez qu'ils tenteront quelque chose ?» demanda Maria, se rapprochant instinctivement de Leila. « Je pense qu'ils attendent de voir ce que nous allons découvrir, » répondit Khaled. « Et selon ce que c'est, ils pourraient juger que le risque d'un affrontement en vaut la peine. » Clark revint alors l'air nerveux, mais étrangement enthousiaste. « Le président du conseil a approuvé l'exploration, à condition que nous documentions tout et que tous les dégâts soient bien réparés. Elle est très intriguée par la possibilité de découvrir une structure coloniale inconnue. »« Parfait, » dit Khaled. « Alors, commençons. » Marcus était venu préparé. Depuis le véhicule de sécurité, son équipe apporta un radar géologique, des outils de levier délicats et même un petit marteau-piqueur. En moins de 20 minutes, ils confirmèrent l'existence d'un vide d'environ 2,50 m sous le sol. Puis commencèrent à percer avec précaution. Le travail avançait lentement, méthodiquement. Clark supervisait chaque geste, craignant que la moindre erreur n'endommage un artefact historique. Leila s'était assise en tailleur, les yeux rivés sur chaque mouvement. Et Maria restait près de l'escalier, incapable de se défaire de la sensation qu'il courait contre une horloge invisible. Enfin, le béton céda, dévoilant une ouverture béante. Un silence total s'abattit. Marcus braqua sa lampe dans le trou, révélant des marches de pierre plongeant dans l'obscurité. L'air qui remontait était frais et sec, portant l'odeur de la terre. Et quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien. « Je passe en premier, » dit Marcus. « Non, » répondit Khaled. « Nous descendons ensemble, toi, moi et Leila. Maria, tu devrais rester ici avec. » « Absolument pas, » coupa Maria. « Si ma fille descend là-dessous, j'y vais aussi. » Khaled voulut protester, mais le regard de Maria l'arrêta net. C'était son histoire autant que celle de Leila. Son droit. « Monsieur Clark, pouvez-vous rester ici et surveiller notre progression ?» demanda Khaled. Clark acquiesça soulagé de ne pas être invité à descendre. Marcus entra le premier testant chaque marche, puis Khaled, puis Leila avançant avec la témérité d'un enfant qui ne comprend pas encore vraiment le danger. Enfin, Maria, les mains tremblantes, s'engagea à son tour dans les profondeurs. Les marches menaient à une petite chambre taillée dans la roche. Le faisceau de Marcus révéla des murs couverts de la même écriture mystérieuse que sur le parchemin. Les mêmes symboles que dans la lettre de la grand-mère de Maria. Et au centre de la pièce, posé sur un piédestal de pierre, reposait un coffret métallique, scellé de la taille d'un gros livre. Sa surface était décorée de 7 étoiles. Leila murmura émerveillée. « Le sceau des Ahmadis !» Khaled s'approcha lentement, presque en révérence. 400 ans. 400 ans que cette boîte attendait dans l'obscurité, que les bonnes personnes la trouvent. Il se tourna vers Leila. « Je crois que c'est toi qui dois l'ouvrir. » L'enfant regarda sa mère cherchant la permission. Maria sentit sa gorge se serrer sous le poids des émotions, peur, espoir, douleur pour toutes les générations qui n'avaient jamais su,
jamais compris leur propre histoire. « Vas-y mon cœur », murmura-t-elle. Les petites mains de Leila se posèrent sur la boîte. Le seau céda aussitôt, comme s'il avait attendu exactement ce toucher, exactement cet instant. À l'intérieur se trouvait un journal relié de cuir, parfaitement préservé par l'air sec de la chambre. Et juste à côté, enveloppé dans un tissu qui se désintégra au contact de Leila, reposait un médaillon d'or marqué de l'étoile, à 7 branches, le véritable sceau royal disparu depuis 4 siècles. Mais c'est le journal qui coupa le souffle de Khaled. Sur la première page, écrit en belle écriture, non pas en arabe, ni dans un langage symbolique ancien, mais en anglais moderne clair, Leila lut à voix haute. Sa voix résonna dans la petite chambre de pierre. À la fille qui trouvera ceci, tu lis ces mots parce que tu portes le don de notre lignée, la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Ce journal contient la véritable histoire des Ahmadis, non pas les mensonges racontés par ceux qui nous ont détruits, mais la vérité. Garde-la précieusement, partage-la avec prudence, et sache que tu n'es pas oublié. Tu es l'accomplissement d'une promesse faite il y a 400 ans. Tu es la preuve que l'amour et la loyauté peuvent survivre aux empires. Tu es la fille des reines et tu es enfin chez toi. Dans le silence qui suivit, Maria réalisa qu'elle pleurait. Khaled s'était détourné les yeux brillants d'une émotion qu'il ne chercha pas à cacher. Même Marcus, pourtant impassible, semblait profondément touché. Au-dessus d'eux, la voix paniquée de Clark résonna par l'ouverture. « Monsieur Al-Rachid. Les véhicules dehors, des gens en sortent. Ils s'approchent du bâtiment. » Le moment se brisa net. Khaled attrapa la boîte métallique. Leila serra le journal contre elle. Ils remontèrent précipitamment les marches de pierre. À peine eurent-ils émergé dans la réserve qu'un bruit fracassant de verre brisé retentit quelque part dans le musée. « Sortie arrière », lança Marcus déjà en mouvement. Ils coururent à travers la zone de stockage Clark, courant derrière eux, effrayés et déboussolés. Derrière, on entendait des pas précipités dans l'escalier, plusieurs personnes rapides, déterminées. Marcus les mena jusqu'à une sortie de service, donnant sur une ruelle. Son équipe était déjà là, moteur tournant. « Montez !» hurla Marcus, propulsant presque Maria et Leila dans le SUV, avant de se retourner pour faire face aux poursuivants. Tandis que le conducteur accélérait, Maria jeta un dernier regard en arrière. Elle vit Marcus et ses hommes se positionner en barrage devant la sortie. Elle vit des silhouettes en noir surgir du musée, et elle vit le début de l'affrontement. « Marcus !» commença-t-elle. « Il sait se défendre », dit Khaled d'une voix sombre, la boîte toujours serrée dans ses mains. « Pour l'instant, notre priorité, c'est votre sécurité, à toi et à Leila. » Leila s'accrocha contre sa mère, le journal ancien toujours serré dans ses doigts. « Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle d'une toute petite voix. « Est-ce qu'on a des ennuis ?» Maria la serra fort, embrassant le sommet de sa tête. « Non, mon cœur, on a fait quelque chose de juste. On a trouvé la vérité. Et parfois, la vérité est la chose la plus dangereuse au monde. » Ils ne retournèrent pas au domaine de Khaled. Sur recommandation urgente de Marcus, transmise par un appel haletant, alors qu'ils traversaient New Haven, ils se rendirent à un lieu sécurisé que Khaled réservait aux urgences professionnelles. Un penthouse au dernier étage, d'un immeuble hautement sécurisé, au centre de Hartford accessible par ascenseur privé et surveillé 24h/24 par un personnel qui ne posait aucune question. Il était passé minuit lorsqu'ils arrivèrent. Leila s'était endormie dans la voiture, la tête sur les genoux de sa mère, le journal toujours contre sa poitrine. Maria la porta jusqu'à l'intérieur, la déposa sur un large canapé et la recouvrit d'un plaid doux.
Khaled, demeurant devant les baies vitrées qui surplombèrent la ville, parlait au téléphone. Sa voix était dure, implacable. « Je me fiche du coup. Je veux savoir qui finance les recherches de Crawford, qui a engagé ces détectives, et je veux les réponses avant demain matin. Oui, tous. Chaque lien, chaque transaction des 5 dernières années. » Il raccrocha, puis se retourna. Maria le scrutait. « Marcus s'en est tiré, » dit Khaled avant qu'elle ne pose la question. Son équipe a retenu les intrus jusqu'à l'arrivée de la police. Ils prétendent que c'était une tentative de cambriolage. Crawford a été aperçu sur place, mais il est parti avant l'arrivée des forces de l'ordre. Donc, il était là, dit Maria, d'une voix fatiguée, brisée par la colère et la peur. Il nous surveillait depuis le début. C'est ce qu'il semble. Khaled posa la boîte sur la table. Il l'ouvrit délicatement. Mais nous avons ce que nous cherchions. Nous avons la vérité. Maria le rejoignit et tous deux fixèrent le journal et le sceau royal. La lumière de la ville se reflétait sur le médaillon d'or, faisant briller ses 7 branches, comme si elles possédaient leur propre feu intérieur. « On devrait réveiller Leila », demanda Maria. « C'est elle qui devrait le lire. »« Laisse-la dormir, » dit Khaled doucement. « La journée a été trop lourde. Nous pouvons regarder d'abord, vérifier qu'il n'y a rien de dangereux. » « Tu veux dire rien qui pourrait la blesser, » corrigea Maria. Khaled hocha la tête. Il ouvrit le journal avec une précaution presque sacrée. La première page reproduisait exactement le message découvert dans la chambre souterraine. Mais les pages suivantes, elles dévoilaient une histoire effacée des archives officielles. Rédigé en anglais, en arabe et dans la langue symbolique ancienne, le journal racontait une vérité bouleversante. Maria et Khaled lurent près d'1 heure presque sans respirer. C'était le récit d'Amira elle-même, consignée au fil des années, sa fuite du siège, qui avait anéanti sa famille, sa traversée de l'océan, aux côtés d'une servante fidèle, sa décision de protéger sa fille en reniant sa propre identité, sa vie dans l'ombre volontairement effacée. Mais c'était aussi plus qu'un récit historique. C'était une confession, une histoire d'amour, une tragédie. « Écoute ceci », dit Khaled, d'une voix étranglée, traduisant un passage en arabe. « Mon père croyait que le sang royal faisait de nous des êtres divins. Mais j'ai appris dans cette nouvelle terre que le sang ne vaut rien sans le caractère, rien sans le courage de choisir sa propre voie. J'ai renoncé à un trône pour vivre libre. J'ai échangé des palais contre cette simple maison de bois où l'eau rencontre la pierre. Et je referai ce choix 1000 fois car j'ai choisi l'amour plutôt que le devoir, la vérité plutôt que la tradition, et la vie plutôt que la gloire vide d'un empire mourant. » Maria sentit de nouvelles larmes couler sur ses joues. « Elle a choisi de disparaître, » murmura Khaled. « Elle a choisi d'être personne. Elle a choisi d'être libre. Et elle a offert cette liberté à ses descendants. » « Regarde, » ajouta-t-il, tournant plusieurs pages, jusqu'à un passage marqué d'une petite étoile. Elle parle ici du don. L'aptitude à lire les écritures anciennes, à percevoir des motifs que d'autres ne voient bien pas. Elle dit que ce n'est pas de la magie ni une faveur divine. C'est quelque chose qui circule dans certaines lignées, renforcé par l'étude, la discipline. Elle l'avait. Sa mère l'avait, et elle savait que l'un de ses descendants l'aurait aussi. Et qu'il en aurait besoin, lut Maria par-dessus son épaule. Elle dit que le journal devait être trouvé quand le monde serait prêt, quand une fille pauvre pourrait être éduquée, accéder au savoir, utiliser ce don sans être détruite à cause de lui. Elle attendait quelqu'un comme Hila. Quelqu'un qui a le don, l'opportunité et le courage, souffla Khaled. Ils continuèrent à lire, absorbés par les mots d'Amira,
sa peur pour sa fille, son espoir que les générations futures comprendraient son choix, ses notes soigneuses sur tout ce qu'elle avait emporté avec elle. Pas seulement le saut physique, mais des connaissances des secrets commerciaux, des alliances politiques, des informations qui avaient eu de la valeur en 1624 et qui peut-être en avaient encore aujourd'hui. « C'est incroyable », dit Khaled en photographiant une page. Elle a documenté des routes commerciales, des accords marchands, des structures d'alliances qui précèdent le Moyen-Orient moderne. Certains des noms qu'elle mentionne, ce sont encore des familles influentes aujourd'hui. Si ces informations sortent, on tuerait pour les obtenir, termina Maria d'une voix sombre. Voilà pourquoi Crawford veut Hila. Voilà pourquoi ces gens étaient au musée. Ce n'est pas seulement une question d'histoire ou d'héritage. C'est une question de pouvoir et d'argent. Khaled hocha la tête. Le journal contient des données qui pourraient influencer des négociations actuelles, des alliances politiques, des revendications territoriales. Mon Dieu, il y a même une section sur des terres riches en pétrole que la famille d'Amira contrôlait autrefois. Des terres que plusieurs pays revendiquent aujourd'hui en s'appuyant sur des précédents historiques. Maria sentit son souffle se couper. Il les revendique parce qu'il croit que la lignée Ahmadi est éteinte. Mais si Hila peut prouver sa descendance, dit Khaled, elle aurait une revendication légitime sur des territoires valant des milliards, peut-être des milliers de milliards. Ils se regardèrent la gravité de la découverte, s'abattant sur eux comme un poids écrasant. « On ne peut en parler à personne, » dit Maria. « Personne ne doit savoir ce qu'il y a dans ce journal. »« Elle en suis d'accord, » répondit Khaled sans hésiter. « Mais Maria, on ne peut pas non plus cacher cela pour toujours. C'est l'héritage d'Hila. Pas juste une richesse matérielle, mais son identité, son histoire. Tu ne crois pas qu'elle mérite de savoir? Je crois qu'elle mérite d'être en sécurité. » Sa voix monta, puis elle l'abaissa aussitôt, jetant un regard vers le canapé où Hila dormait. Elle mérite une enfance normale sans milliardaire, ni politicien prêts à la pourchasser pour l'utiliser. Elle a 7 ans, Khaled. 7. Je le sais, répondit-il doucement. Mais Maria, elle est brillante, exceptionnelle, et pleinement consciente d'être différente. Tu l'as entendu. Elle veut comprendre pourquoi. Tu crois vraiment que vivre dans le doute serait mieux que connaître la vérité, même une vérité dangereuse? Maria s'effondra sur une chaise vidée. Je ne sais plus ce qui est juste. Il y a une semaine, mon plus grand problème était de payer mon loyer et d'essayer de trouver une meilleure école pour Hila. Et maintenant, on parle de lignée royale, de revendications sur des terres de valant des milliards et de gens qui défoncent des musées pour nous capturer. C'est du délire. Oui, admit Khaled. Complètement fou. Mais c'est aussi réel. Et il faut décider ce qu'on en fait. Une petite voix s'éleva derrière eux. Ils se retournèrent. Vous devez me dire la vérité. Leila était assise, la couverture glissée autour d'elle, les yeux clairs lucides malgré le sommeil. Je ne suis pas un bébé, maman. J'ai entendu ce que vous avez dit. Les terres, les gens qui veulent m'utiliser. Je veux tout savoir. Maria et Khaled échangèrent un regard lourd. Viens là, mon cœur, dit Maria en tapotant la chaise à côté d'elle. Hila descendit du canapé et les rejoignit à la table, son regard immédiatement attiré par le journal ouvert. Khaled le poussa vers elle, et elle commença à lire plus vite que les deux adultes ne pouvaient suivre. Son esprit brillant absorbait l'information avec une rapidité qui étonnait encore Maria. Après plusieurs minutes de silence, Hila leva les yeux. La princesse Amira était enceinte quand elle s'est enfuie. Le père du bébé, ce n'était pas l'homme que sa famille voulait qu'elle épouse. C'était un marchand, un simple marchand, venu commercer avec son père.
Continue, dit doucement Khaled. Les yeux d'Hila couraient sur la page, s'écarquillant à mesure qu'elle comprenait. Elle l'a épousé en secret. Ils allaient partir ensemble, mais quand le siège a commencé, il a été tué en défendant le palais. Elle n'a réussi à s'enfuir que parce qu'il s'est sacrifié pour créer une diversion. Les larmes montèrent dans les yeux de l'enfant. Elle n'a jamais aimé personne d'autre. Elle a donné à sa fille son nom. Le vrai nom d'Amamira était différent, mais elle a pris le nom de famille du marchand en arrivant en Amérique. Santos. Voilà pourquoi nous sommes Santos. Le souffle de Maria se coupa. Elle n'avait jamais compris pourquoi la famille de sa grand-mère portait un nom hispanique, alors que leurs traits suggéraient des origines moyen-orientales. Elle avait toujours supposé un mariage mixte quelque part dans le passé lointain. Mais là, nous portons le nom de l'homme qu'Amamira aimait, murmura Maria. Le père de son enfant, l'homme qui est mort pour qu'elle puisse s'échapper. Elle écrit qu'elle voulait que ses descendants se souviennent de lui, ajouta Hila son doigt, suivant les lignes du journal. Qu'il porte son nom, même si le monde ignorerait à jamais son sacrifice. Elle dit, sa voix trembla. Elle dit que la vraie noblesse n'a rien à voir avec le sang royal. C'est choisir l'amour plutôt que la peur, et protéger ceux qu'on aime quoi qu'il en coûte. Khaled s'était tourné vers la fenêtre, le dos tourné. Mais Maria vit ses épaules trembler légèrement. Il pleurait. Cet homme puissant, maître de millions bouleversés par une histoire d'amour vieille de 4 siècles. Il y a autre chose, continua Hila en tournant les pages. La princesse Amira a caché le journal et le sceau ici, dans le Nouveau Monde, parce qu'elle savait qu'un jour quelqu'un aurait besoin de preuves. Pas des preuves de sang royal pour le prestige, mais des preuves pouvant servir à... Elle s'arrêta, butant sur la formulation ancienne. Monsieur Khaled, ça veut dire quoi, rectifier des torts anciens? Khaled se retourna, essuyant ses yeux. Cela signifie réparer les erreurs du passé, faire justice. Amamira écrit que certaines terres que sa famille contrôlait avaient été volées à ceux qui vivaient là avant, lut Hila. Elle a tout documenté, quelles terres avaient été conquises honnêtement, et lesquelles avaient été prises par la force ou la tromperie. Elle dit que ces informations pourraient nous servir à rendre ce qui a été volé et à rendre justice aux descendants de ceux qui ont été lésés. Elle parle des peuples autochtones, réalisa Khaled, des tribus et des communautés que la dynastie Ahmadi a déplacées ou détruites. Elle a documenté les injustices pour qu'un jour, quelqu'un puisse faire réparation. Ce journal n'est donc pas seulement précieux pour ceux qui veulent revendiquer des territoires, dit Maria lentement. Il l'est aussi pour ceux qui veulent contester ces revendications, pour prouver que certaines terres ont été volées. C'est une arme, dit Khaled, contre les systèmes de pouvoir qui pourraient autrement avantager Hila. Si elle se présente comme héritière, Ahmadi pour réclamer ses terres, elle devient la cible de chaque gouvernement ou entreprise ayant un intérêt dans le pétrole du Moyen-Orient. Mais si elle révèle ce que le journal dit réellement, que beaucoup de ces terres ont été acquises illégalement, elle devient une héroïne pour les mouvements autochtones et une ennemie pour presque toutes les grandes puissances de la région. Sauf qu'elle n'a que 7 ans, murmura Maria d'une voix brisée, et qu'elle veut juste comprendre pourquoi elle lit des langues anciennes. Hila lisait encore son jeune visage sérieux et réfléchi. « Maman, dit-elle après un moment, je ne veux pas de terre, ni d'argent, ni d'être une princesse. Mais je veux faire ce qui est juste. Si ce journal peut aider des gens dont les familles ont souffert de ce qu'a fait la famille d'Amira, on ne devrait pas le partager. Trésor, ce n'est pas si simple, commença Maria. Mais Hila l'interrompit. Pourquoi pas Amira la partager?
Elle a tout écrit, même si cela faisait mal, paraître sa propre famille. Elle a choisi la vérité plutôt que de protéger sa réputation. Ce n'est pas ce que tu m'enseignes toujours. Dire la vérité, même quand c'est difficile. Maria regarda sa fille, cet enfant qui comprenait la complexité morale mieux que bien des adultes qui voyaient au-delà de l'intérêt personnel pour les grands principes de justice et sentit quelque chose se déplacer en elle. « Tu as raison », entendit-elle sa propre voix dire. « Tu as absolument raison. » « Maria, » commença Khaled. Elle leva une main. « Non, elle a raison. Amamira n'a pas caché ce journal pour que nous l'utilisions à notre profit. Elle l'a caché pour que la vérité survive. Elle l'a caché pour qu'un jour, lorsque le moment serait venu, quelqu'un puisse utiliser cette vérité pour améliorer les choses pour réparer ce qui avait été brisé. » Maria regarda Khaled. « C'est ce que nous devons faire. Pas revendiquer des territoires, ni vendre ces informations aux plus offrants, ni les enfouir de nouveau. Nous devons comprendre comment les utiliser pour le bien. » Khaled resta silencieux un long moment, son esprit de businessman visiblement en conflit avec sa conscience. Enfin, il hocha la tête. « Vous avez raison toutes les deux. Mais nous devons être stratégiques. Si nous publions simplement le journal, il sera rejeté comme un faux, ou volé par des gens qui l'enterreront ou l'utiliseront mal. Il nous faut des experts de confiance, historiens juristes, défenseurs des droits autochtones, capables de vérifier les informations et de les utiliser correctement. Et nous devons protéger Leila pendant tout ça, ajouta fermement Maria. Non négociable. D'accord, acquiesça Khaled. Ce qui signifie que nous devons changer d'approche. Au lieu de nous cacher, nous allons devenir publics, mais à nos conditions. Nous documentons tout. Nous faisons appel aux médias, aux universités, aux organisations de défense des droits humains. Nous rendons Leila tellement visible que lui faire du mal provoquerait un incident international. La transformer en symbole plutôt qu'en secret, murmura Maria. La transformer en l'héroïne qu'elle est déjà, rectifia Khaled. L'enfant qui a déchiffré un mystère vieux de 4 siècles pour faire éclater la vérité et la justice. Hila regarda les adultes les yeux brillants. « Je pourrais toujours aller à l'école et à la bibliothèque. » Maria laissa échapper un rire nerveux. « Mon cœur après ça, on t'invitera probablement à donner des conférences dans des universités. »« Mais j'ai 7 ans. » rappela Hila. « Tu as 7 ans, et tu as accompli ce que des dizaines d'érudits adultes n'ont pas pu faire, » dit Khaled. « Tu es extraordinaire, Hila, et le monde est sur le point de le découvrir. » L'enfant réfléchit brièvement, puis reporta son attention sur le journal. « Alors, je devrais continuer à lire. Si je dois expliquer tout ça aux gens, je dois tout comprendre. » Pendant qu'Hila se penchait sur les pages anciennes, absorbant 4 siècles d'histoire cachée. Maria croisa le regard de Khaled. Il avait l'air aussi terrifié qu'exalté. Il s'apprêtait à entrer sous des projecteurs qui allaient tout changer, non seulement pour eux, mais pour des nations entières, pour des communautés autochtones, cherchant depuis longtemps une reconnaissance historique confisquée par les puissants. Tout cela parce qu'une fillette de 7 ans pouvait lire ce que d'autres ne voyaient pas et avait le courage de s'intéresser à ce que ces mots signifiaient. Le téléphone de Maria vibra un message de Marcus. Situation maîtrisée. Crawford emmené pour interrogatoire. Vous êtes tranquille pour l'instant, mais boss, ça va devenir beaucoup plus gros. Ces relevés téléphoniques montrent des appels vers des comptes numérotés dans 5 pays. Ce n'est pas juste un professeur obsessionnel. C'est organisé et bien financé. Maria montra le message à Khaled, qui hocha la tête sombre. Alors, on bouge vite. Demain matin, on commence à faire des appels. On la protège en la rendant importante pour beaucoup de gens. Et ce soir, demanda Maria. Khaled désigna l'appartement sécurisé autour d'eux. Ce soir, nous sommes en sécurité.
Ce soir, nous nous reposons et nous laissons Hila lire les mots de ses ancêtres et comprendre qui elle est réellement. Dehors, Hartford scintillait dans l'obscurité, inconscient que dans ce penthouse ultra sécurisé, une enfant lisait des mots qui allaient ébranler la géopolitique moderne du Moyen-Orient, réécrire l'histoire et rendre justice à des torts vieux de 4 siècles. Le jeu avait changé. Les joueurs s'étaient révélés. Et demain, Maria Santos, une femme de ménage longtemps invisible, commencerait à rendre sa fille impossible à ignorer. 3 mois plus tard, Leila Santos se tenait dans la grande salle du siège des Nations Unies à New York, sa petite silhouette presque perdue derrière le pupitre. Mais sa voix, elle résonnait clairement dans le système audio devant les délégués de 63 nations. Elle portait une simple robe bleue. Maria avait tenu à une tenue appropriée, mais refusait qu'on habille sa fille comme une poupée protocolaire. Autour de son cou pendait le médaillon d'or aux 7 pointes de l'Ahmadi, authentifié par 14 experts indépendants, et désormais reconnu comme l'un des artefacts historiques les plus importants de l'ère moderne. « Je m'appelle Leila Maria Santos », dit-elle sa voix d'enfant de 7 ans, étonnamment ferme, malgré les centaines de regards posés sur elle. Je suis la fille de Maria Santos, femme de ménage à Bridgeport dans le Connecticut. Je suis aussi la descendante directe de la princesse Amira Ahmadi, qui a fui sa terre natale en 1624, emportant des secrets qui attendèrent depuis 400 ans d'être révélés. Dans l'auditoire, Maria était assise entre Khaled et la mère de celui-ci, venue spécialement d'Arabie Saoudite pour assister à ce moment. La femme déjà âgée avait pleuré en rencontrant Hila pour la première fois, reconnaissant dans les traits de l'enfant le visage du portrait ancien, la lignée qu'elle croyait perdue à jamais. Mais elle avait aussi compris, comme Khaled le lui avait expliqué, qu'Hila ne venait pas revendiquer des trônes ou des territoires. Elle venait révéler la vérité. La princesse Amira a tenu un journal, poursuivit Hila. Derrière elle, un écran projetait des images des pages anciennes, soigneusement photographiées et traduites par des équipes de chercheurs durant les 12 dernières semaines. Elle y a documenté non seulement sa propre histoire, mais aussi celle de sa dynastie, les terres qu'elle contrôlait et la manière dont elles avaient été acquises. Certaines acquisitions étaient légitimes. Beaucoup ne l'étaient pas. Un murmure parcourut la salle. C'était le moment que tous attendèrent la révélation qui allait redessiner des cartes, rouvrir des litiges territoriaux et mettre au défi des revendications vieilles de plusieurs siècles. Mon ancêtre a recensé 17 cas de territoire acquis par tromperie ou par la force sur des peuples autochtones, déclara Hila, lisant les notes qu'elle avait préparées avec l'aide de Khaled. Elle a consigné les noms originaux de ces terres, les tribus qui y vivaient, et les méthodes utilisées pour les chasser. Elle ne l'a pas fait pour glorifier la conquête de sa famille, mais parce qu'elle éprouvait de la culpabilité. Elle voulait que la vérité survive, pour qu'un jour justice puisse être rendue. Sur l'écran, défilaient des cartes superposant frontières anciennes et modernes, révélant exactement quelles revendications actuelles reposaient sur des injustices historiques. « J'ai 7 ans », dit Hila en regardant directement les caméras qui diffusaient la scène dans le monde entier. « Je ne comprends pas toutes les politiques ou économies compliquées que cela implique. Mais je comprends ce qui est juste et ce qui est mal. Et je sais que prendre quelque chose qui ne vous appartient pas est mal, même si c'est votre famille qui l'a fait il y a très longtemps. » Maria sentit les larmes couler sur ses joues. Sa fille brillante et courageuse disait la vérité au pouvoir d'une manière que la plupart des adultes n'oseraient jamais. La clarté morale d'un enfant soutenu par des preuves irréfutables était d'une efficacité bouleversante. Il y a des gens qui pensent que je devrais utiliser ces informations pour revendiquer des terres ou de l'argent, continua Leila. Des gens qui disent qu'en tant que descendante de la princesse Amira, j'ai des droits sur des territoires valant des milliards.
Mais la princesse Amira a renoncé à ses droits lorsqu'elle a choisi la liberté plutôt que le pouvoir. Elle a abandonné un trône pour vivre honnêtement. Et je veux honorer ce choix en remettant ces informations aux personnes à qui elles reviennent réellement. Aux descendants de ceux à qui on a volé leurs terres, dont on a effacé l'histoire, dont on a fait taire les voix. Les applaudissements commencèrent timidement du côté des représentants autochtones, puis se propagèrent comme une vague à travers l'Assemblée. Les délégués des nations, mis en cause par ces révélations, restèrent silencieux, mal à l'aise, mais incapables de nier des preuves authentifiées par leurs propres experts. Khaled avait été brillant dans sa stratégie. En 3 mois, il avait réuni une équipe irréprochable, historiens linguistes, archéologues, juristes, qui avait vérifié chaque élément du journal. Il avait fait venir les médias les plus influents, rendant l'histoire d'Hilla si publique qu'il devenait impossible de la réduire au silence. Et il avait établi des liens avec des organisations autochtones capables d'utiliser ces informations pour réclamer réparation. Le journal et tout son contenu sont donnés à une coalition d'organisations autochtones et de groupes de défense des droits humains, annonça Leila. Ils décideront de la meilleure façon d'utiliser ces informations. Ma famille ne veut ni paiement, ni reconnaissance, ni revendication de territoire ou de richesse. Nous voulons simplement que l'histoire soit enfin complète. Quand Hilla recula du pupitre, les applaudissements redoublèrent. Maria vit des délégués se lever des flashs, crépiter le couronnement d'un chemin commencé des mois plus tôt, lorsque sa fille avait déchiffré un parchemin ancien dans le bureau d'un homme riche. Plus tard, dans une salle privée, réservée pour que la fillette se repose. Maria la serra contre elle, pendant que Khaled répondait à des appels de félicitations et que Marcus gardait la porte. « Comment tu te sens, mon cœur fatigué ?»« Oui, » admit Hilla. « Et un peu peur. Il y avait tellement de gens qui me regardaient. »« Tu as été parfaite, » murmura Maria. « La princesse Amira serait tellement fière de toi. » Hilla leva les yeux. « Tu crois qu'elle savait ?» demanda-t-elle d'une voix toute petite. « Quand elle a écrit le journal, tu crois qu'elle savait qu'un jour quelqu'un comme moi le trouverait ?» demanda Hilla. « Je pense qu'elle l'espérait, » répondit Maria. « Je pense qu'elle avait foi qu'un jour le monde changerait assez pour qu'une fille comme toi, une fille pauvre, une fille dont la famille avait été invisible pendant des générations, puisse se tenir devant les puissants et les obliger à écouter. » Hilla resta silencieuse un instant. « Maman, qu'est-ce qui se passe maintenant? » « Maintenant, » Maria sourit. « Maintenant, on rentre à la maison. Tu retournes à l'école, une bien meilleure école grâce au fonds de bourse de M. Khaled. Tu retournes à la bibliothèque. Tu continues d'être une enfant de 7 ans aussi longtemps que tu le peux. »« Mais je suis différente maintenant, » murmura Hilla. « Tout le monde sait qui je suis. »« Tu as toujours été différente, mon cœur, » dit doucement Maria. « Tu as toujours été exceptionnelle. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant, le monde le sait aussi. Mais tu restes ma fille, tu restes Hilla, et tu as encore des devoirs, une heure de coucher, et toutes les choses normales que les enfants de 7 ans doivent avoir. » Khaled termina son appel et les rejoignit. « C'était la Cour internationale de justice, dit-il. Ils veulent officiellement reconnaître le journal comme preuve recevable dans plusieurs litiges territoriaux. Cela aura des implications juridiques énormes. »« Bien, » répondit simplement Hilla. « C'est ce qu'on voulait. » Khaled lui sourit, ce même sourire sincère et désarmé qu'il avait montré pour la première fois dans la petite cuisine de Maria 3 mois plus tôt. « Tu sais quel était le meilleur dans tout ça? »« Quoi ?» demanda Hilla. « Le Dr Crawford et son mystérieux mécène n'obtiendront absolument rien, » dit Khaled avec satisfaction. « Parce que tu as donné tout ce qu'ils voulaient, avant qu'ils ne puissent essayer de te le prendre. Ils font même l'objet d'une enquête pour l'effraction au musée et d'autres incidents. Finalement, faire le bien est la meilleure des revanches. »
Je ne voulais pas me venger, dit Hila. Je voulais aider. Je sais, répondit Khaled avec douceur. C'est pour ça que ça a marché. Le téléphone de Maria vibra. Un message de sa mère. La grand-mère qu'elle n'avait presque plus vue, qui avait regardé le discours d'Hila à l'ONU à la télévision et qui avait enfin compris pourquoi sa propre mère lui avait ordonné de garder certains secrets. Abuela Rosa serait fière. Je suis désolé de ne jamais t'avoir dit la vérité sur notre famille. J'essayais de te protéger en vous gardant invisible. Mais Taïla m'a montré que parfois la protection la plus puissante, c'est la visibilité. Je vous aime toutes les deux. Maria montra le message à Hila qui sourit fatiguée, mais heureuse. Ça veut dire qu'on verra plus souvent grand-mère. Je crois que oui, répondit Maria. Les semaines suivantes. Les répercussions du discours d'Hila continuèrent de se propager. 3 grands litiges territoriaux furent rouverts. 2 nations lancèrent officiellement des processus de réparation pour injustice historique. Et les organisations autochtones du monde entier furent renforcées par des documents qu'elles n'auraient jamais imaginé voir un jour. Khaled fonda la fondation Amira, dédiée à la préservation des langues autochtones et au soutien de jeunes chercheurs issus de milieux défavorisés. Hila en devint la plus jeune membre du conseil et la plus passionnée. Maria reprit le travail non plus comme femme de ménage, mais comme coordinatrice de l'action communautaire de la Fondation. Un poste mieux payé que tout ce qu'elle avait jamais imaginé, lui permettant d'aider des familles comme la sienne à trouver des opportunités autrefois inaccessibles. Hila retourna à l'école. Ses camarades étaient à la fois fascinés et déconcertés par ce qui lui était arrivé. Elle restait étrange, lisait trop, ne rentrait jamais vraiment dans le moule. Mais désormais, elle savait pourquoi elle était différente. Et cette connaissance rendait la différence supportable. Elle n'était pas bizarre. Elle était spéciale. Elle n'était pas brisée. Elle était l'accomplissement d'une promesse vieille de 4 siècles. 6 mois après le discours à l'ONU, Maria reçut un colis d'Arabie Saoudite. À l'intérieur, une lettre de la mère de Khaled et un petit coffret de velours. La lettre disait « Chère Maria et Laila, après de longues consultations avec les anciens de la famille et des historiens, nous avons conclu que même si Laila est bien de la lignée, a dit son choix de renoncer aux revendications territoriales au profit de la justice et de la vérité représente les valeurs les plus nobles de ce que signifie réellement la royauté. Vous trouverez, ci-joint un cadeau ayant appartenu à la mère de la princesse Amira, une bague portant l'emblème familial. Elle revient à Leila par droit de descendance, mais surtout par droit de caractère. Elle s'est montrée digne de l'héritage de ses ancêtres, d'une manière qui dépasse largement le simple sang. Avec tout mon respect et mon affection, Aïcha al-Rachid. La bague était en or délicat, ajustée à la taille d'une main d'enfant, avec une étoile à 7 branches sertie de saphir. Hila enfila la bague et leva la main observant les reflets de lumière danser sur l'or. « Elle était magnifique, murmura-t-elle. « Elle t'appartient, dit Maria. Tout comme cette histoire t'appartient, tout comme le choix t'appartenait. »« Est-ce que j'ai fait le bon choix, maman ?» demanda Hila, la même question qu'elle avait posée plusieurs fois ces derniers mois, comme si elle tentait encore de comprendre la portée de ce qu'elle avait accompli. « Tu as renoncé à des milliards de dollars pour aider des gens que tu n'as jamais rencontrés, » répondit Maria. Tu as choisi la vérité plutôt que la richesse, la justice, plutôt que le pouvoir. Qu'en penses-tu? Il a réfléchi comme elle réfléchissait à tout avec sérieux. Je crois que la princesse Amira a fait le même choix. Et je crois qu'elle était heureuse même dans une petite maison en bois au lieu d'un palais, parce qu'elle était libre. Alors tu as ta réponse, dit Maria. Ce soir-là, ils dînèrent dans la demeure de Khaled, une tradition hebdomadaire.
Désormais, même si Maria avait finalement réussi à le convaincre d'arrêter d'appeler cela des dîners de travail et d'admettre qu'ils étaient devenus des amis. Marcus les avait rejoints, ainsi que la mère de Khaled, venue d'Arabie Saoudite pour la 3e fois de l'année. Au milieu du repas, Khaled leva son verre. « Je voudrais porter un toast », annonça-t-il, « à la princesse Amira, qui a eu le courage de choisir la liberté. À Maria, qui a élevé une fille assez courageuse pour suivre son exemple. Et à Hila, qui a prouvé que l'héritage le plus précieux n'est ni la terre, ni l'or, ni les titres, mais le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile, ajouta Hila avec la sagesse de quelqu'un bien plus âgé que 7 ans. Ils entrechoquèrent leur verre du jus pour Hila du vin pour les adultes et burent à l'avenir. Plus tard dans la soirée, après que Maria eut bordé Hila dans leur nouvel appartement modeste, mais sursitué dans un meilleur quartier, doté de bonnes écoles, elle s'assit au bord du lit et repoussa une mèche de cheveux de son front. « Mama, » dit Hila somnolente, « tu crois qu'il existe d'autres secrets, dehors, d'autres histoires perdues qui attendent d'être découvertes? » « Probablement, » admit Maria. « Et tu crois que c'est moi qui les trouverai? » Maria regarda sa fille, cet enfant extraordinaire qui lisait des langues anciennes, qui avait déchiffré des mystères vieux de 4 siècles, qui avait parlé devant les Nations Unies et réécrit l'histoire. Et elle sourit. « Je pense, mon cœur, que s'il existe des secrets qui doivent être découverts, c'est toi qui les découvriras, parce que c'est ce que tu es, c'est ce que tu as toujours été. Tu es la fille qui voit ce que les autres ne voient pas, la fille qui dit la vérité, la fille des reines. » Des reines, corrigea doucement Hila. Au pluriel, la princesse Amira était la fille d'une reine. Et je suis ta fille Mama. Donc nous sommes toutes les deux des filles de reines. La gorge de Maria se serra. « Oui, » murmura-t-elle. « Je suppose que oui. » Les yeux d'Hila se fermèrent lentement, et en quelques minutes, elle dormait. Sa petite main portait toujours la bague, ce lien tangible avec une lignée de femmes qui avaient choisi la liberté, plutôt que la peur, la vérité, plutôt que la tradition, l'amour, plutôt que tout le reste. Maria resta longtemps assise près d'elle, la regardant dormir, songeant au voyage qu'elles avaient accompli ensemble. D'un petit appartement de Bridgeport aux Nations Unies. De l'invisibilité à la reconnaissance internationale, de la pauvreté aux possibilités, et plus encore, de l'ignorance de leurs origines, à la compréhension enfin, de qui elles étaient réellement. Elles étaient les descendantes de femmes qui s'étaient dissimulées à la vue de tous pendant 4 siècles, protégeant un secret jusqu'au moment où il devrait être révélé. Elles étaient les gardiennes de la vérité, les porteuses de conscience, les voix de la justice parlant à travers les siècles. Elles étaient, comme l'avait dit Hila, des filles de reines. Et ce savoir, cette identité, valait plus que tous les territoires et tout l'or du monde. Dehors, les lumières de la ville scintillaient dans la nuit, et quelque part au Moyen-Orient, l'aube se levait sur des terres qui allaient enfin voir la justice après des siècles d'attente. Le passé et le présent venaient de se rejoindre, non par la violence ou la destruction, mais par la vérité et la réconciliation. Et dans une petite chambre du Connecticut, une fillette de 7 ans dormait paisiblement ses rêves remplis, non pas de ce qui avait été perdu, mais de ce qui pouvait désormais être réparé. L'histoire qui avait commencé par un parchemin, un signe de naissance et une enfant brillante, se terminait comme toutes les bonnes histoires devraient en se terminer par la guérison, par l'espoir et par la promesse que parfois, contre toute attente, la vérité et la justice peuvent l'emporter. Grâce au courage d'une femme il y a 400 ans qui avait choisi de préserver la vérité au prix de tout, et grâce au courage d'une enfant aujourd'hui qui avait choisi de partager cette vérité avec le monde. 2 filles de reines, séparées par les siècles mais unies par la conscience.
Leur héritage survivrait, non pas dans des monuments ou des richesses, mais dans les vides transformés par la vérité qu'elles avèrent préservée et révélée. Et c'était là le plus précieux héritage de tous,